Chose promise, chose due, nous consacrons, Nadir Amaoui et moi, toute l'émission à un Picasso de Geoffrey Hatcher avec Jean-Pierre Bouvier et Sylvia Roux. Bonjour. Bonjour. Vous jouez au studio Hébertot, boulevard des Batignolles, et je rappellerai plusieurs fois, certainement au cours de l'émission, que si vous venez de ma part ou de la part de Radio Notre-Dame, pour toute place achetée, une place vous est ouverte. Et oui, c'est presque du partenariat, mais attention, il ne reste qu'une semaine d'exploitation. Donc il va falloir vous précipiter. Jean-Pierre Bouvier, bonjour. Vous êtes l'un des comédiens qu'on aime toujours voir, tant vous êtes dans la justesse. Sorti du Conservatoire national supérieur d'art dramatique en 75, c'est un peu l'ENA pour les comédiens. Vous n'arrêtez pas tant au théâtre qu'au cinéma ou à la télévision. Et là, vous jouez Picasso en 1941 dans un Paris occupé. Ça nous semble très loin, mais je me suis rendu compte qu'en 1941, Picasso avait 60 ans. C'est dire qu'il était déjà un monstre sacré et que lorsqu'il arrive dans cette cave, c'est un énorme monsieur qui déboule. Alors Sylvia Roux, vous avez été la directrice du studio Hébertot avant d'en prendre la direction artistique aux côtés de Bérengère Dautin qui dirige tout désormais avec un enthousiasme et une générosité qu'on salue. Vous aussi multipliez les rôles et co-écrivez avec Brigitte Kernel. Je pense à Léonard de Vinci, Naissance d'un génie, ou la disparition d'Agatha Christie, ou encore Albert Einstein, Un enfant à part, qui vous a valu le titre de meilleure comédienne au Festival Off d'Avignon 2022. Et d'ailleurs, vous recommencez cette année avec cette pièce, donc vous serez meilleure comédienne en 2023. Et c'est vous qui êtes allé dénicher cette pépite, pour reprendre vos mots, il y a 10 ans. Cette pépite, c'est-à-dire un Picasso de Geoffrey Hatcher. Comment ça s'est passé ? En fait, je travaillais au Promenade Playhouse à Los Angeles en tant que metteur en scène. Et j'animais aussi des ateliers sur tous nos auteurs vivants français. Ouais. Il y a une grosse communauté de gens qui aiment la langue française, qui aiment notre culture française aux États-Unis. Et le manuscrit était sur le bureau. Voilà, le manuscrit de Geoffrey Hatcher. J'ai jamais vu cette pièce jouer, mais en tout cas, vous savez, il faut se remettre dans le contexte. On était il y a plus de 10 ans, donc Netflix, moi je ne connaissais pas, je n'étais pas abonnée à l'époque, et du coup. Mais ça n'existait pas surtout. Ah si. Si. Alors si, ça existait là-bas. Pas chez nous, ça existait là-bas, puisque quand on faisait des soirées un petit peu huppées, on va dire, là-bas, les gens étaient abonnés à Netflix pour avoir tout un catalogue noir et blanc. C'est-à-dire pour revoir toutes les pépites, les Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, etc. Ils avaient Fritz un Lang catalogue. Ah oui, bien sûr. On pense à Metropolis. Voilà, ils avaient... Netflix offrait un panel qui n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Donc vous tombez sur ce manuscrit, voilà. En anglais. Et là, oui, et chaque page, c'était un tel rebondissement à toujours réinventer, et surtout ces strates cachées derrière chaque personnage, puisque c'est ça la force du théâtre aussi américain, c'est que on est... Mais Jean-Pierre en parlera encore mieux que moi, je le sais bien, le spécialiste. Oui, on va y arriver. C'est que nos personnages sont merveilleux parce qu'ils sont complexes, ils sont pleins de secrets, ils sont pleins de contradictions, ils sont Donc palpitants. deux personnages, on est à Paris en 1941, Picasso est convoqué par Mademoiselle Fischer, c'est vous, attachée culturelle allemande. Il doit authentifier 3 de ses œuvres volées par les nazis à leurs propriétaires juifs. Le but, c'est d'organiser une exposition d'art dégénéré. Il regarde les œuvres, les reconnaît tout de suite. Mais pourquoi une exposition d'art dégénéré ? Et Fischer à vous pour un auto-da-fé. Renversement, non. Il y a 2 faux là-dedans, je vous en laisse qu'un, un Picasso, d'où le titre. Alors on va commencer. Alors vous avez pensé immédiatement à Jean-Pierre Bouvier ? Ah oui, alors ça par contre, je lui ai écrit, pour la petite histoire, je lui ai écrit une lettre de groupie. Ouais. J'ai écrit Jean-Pierre. Enfin, il n'avait pas ma voix, c'était très embêtant. Non, sérieusement, pour moi, il fallait un homme qui adore les femmes, qui soit physiquement en pleine forme, parce que aussi il faut savoir que Picasso était petit, et pour avoir un homme séduisant, sportif, avec une technique de fer, voilà, pour moi Jean-Pierre était tout indiqué. Il faut savoir que pendant tout le spectacle, il joue les genoux fléchis. Et ça, rien que ça, c'est déjà une performance. Mesdames, messieurs, pour le modèle, n'hésitez pas à venir. C'est vrai qu'il nous il nous reste 2 semaines juste. Je cite Armel Elio dans le Figaro, qui écrivait « Ici, la ressemblance du grand Bouvier avec le jeune taureau conduit à l'adhésion immédiate. Il ne s'est pas fait la tête de Picasso, il l'a trouvé en lui, et c'est ce qui subjugue dans ce moment de joute, d'affrontement âpre et d'esquive espiègle. » Waouh! Alors, comment vous avez travaillé Picasso, Jean-Pierre Bouvier? Vous avez vu des films, des documentaires, parce que vous ne singez pas Picasso, vous êtes Picasso. Ouf.
Merci. C'est pas le musée Grévin. Non. On est d'accord. Non, ça, comme l'a dit très gentiment Sylvia, ça a commencé par un travail sur le corps physique. J'ai travaillé avec une chorégraphe pour apprendre à perdre les 10 cm que j'ai et même les 20 cm que j'ai que lui n'avait pas. Voilà, que lui faisait. Mais lui, il était élève, vous êtes beau. Comment vous avez fait? Il avait la mirada fuerte, comme il le disait, c'est-à-dire il avait ce regard de braise qui séduisait beaucoup. Et puis j'ai appris aussi à jouer beaucoup plus tassé avec les épaules, et ce qui fait que c'est très fatigant parce que la respiration est souvent coupée. Ouais. Parce que je peux pas reprendre mon souffle. Alors, quand je le reprends, je suis obligé de choisir mes moments. Je sais à quel moment, c'est très musical, quoi. Je sais à quel moment je vais pouvoir le faire sans déranger Sylvia. Et puis, à partir de là, avec ma coiffeuse aussi, on a beaucoup travaillé sur des photos, et puis j'ai pu regarder une centaine, voire 200 photos que ce soit de Man Ray ou d'autres, de Kappa, enfin d'autres. Et puis j'ai vu bien sûr le film de Clouseau. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, il n'y a pas beaucoup d'images. Et puis j'ai entendu la seule interview qu'il ait accordée, qui est à la télévision belge, qui est à l'INA maintenant. Et donc, la question s'est posée tout de suite de savoir est-ce qu'on garde l'accent ou pas. Donc ça, on a éliminé tout de suite parce que c'est dangereux. Oui. Il avait l'accent très comme ça et on pouvait pas. Donc on a éliminé tout de suite. Mais par contre, j'ai essayé de retrouver un peu sa voix très rauque, très gutturale comme ça. Voilà. Alors ça aussi, ça a été l'objet d'un autre travail. Et puis les livres, évidemment. J'ai lu à peu près une centaine de livres sur lui, que ce soit Marina, que ce soit Olivier Windmeyer, que ce soit Sophie Chauveau, que ce soit plein de livres. Et ça m'a permis de constituer un puzzle. Et je me suis rappelé la phrase que Michel Bouquet m'avait dite un jour pendant le tournage des Colonnes du Ciel. Il m'avait dit, écoute, ne t'inquiète pas, si ton travail est bien fait, le personnage il va parler à ta place. Je me suis dit, bon, et là j'ai pensé à chaque fois. Et puis apparemment... Alors les 3 premières minutes, quand vous êtes avec votre chapeau... On n'y croit pas. Ouais. Enfin, moi, je n'y crois pas. J'ai vu que le chapeau. Et puis, vous enlevez le chapeau et je dis, merde, c'est Picasso. Alors, merci de préciser ça parce que Anne l'a fait exprès. Anne Bouvier, la metteuse en scène, l'a fait exprès. Qui est votre fille et on va en parler. Elle a fait exprès d'avoir ce moment-là. C'est-à-dire d'interrogation pour le public. Avec la mèche, le chapeau que Sylvia enlève. Et puis, là, il est tassé, il est petit, il regarde vers le haut, comme il avait toujours l'habitude de faire, évidemment. Et puis, et le regard fixe, animal, voilà. Donc, c'est vrai, vous avez raison. C'est à partir de là que la partition commence, pour moi. Je le sais. Alors, comme vous le disiez, Sylvia Roux, c'est Geoffrey Hatcher, donc on est vraiment dans l'écriture cinématographique. Et là, j'avoue qu'on passe de rebondissement en rebondissement en rebondissement. Il y a 4 rebondissements, d'après ce que j'ai compté au cours de la représentation. On en a dit un, mais on ne dira pas les 3 autres. Si, on ne va pas dire les 2 autres. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que la toute fin, et la bravo Anne Bouvier, la toute fin, on est saisi, le public est étranglé, n'applaudit pas tout de suite, il va prendre sa respiration avant d'applaudir, et la toute fin est un tableau, j'en ai encore la chair de poule. Oui. C'est vraiment magnifique. Alors, revenons un peu sur les détails. Il faut rappeler que il y avait beaucoup de faux qui circulaient du temps de Picasso, il le dit d'ailleurs, et il est fort probable que les 2 œuvres qui sont présentées, c'est tout à fait probable que ce soit des faux. Oui, c'est probable, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et de la confrontation qui les oppose tous les deux. Picasso était un joueur, oui, un vrai joueur, un vrai provocateur. Il adorait ça et donc ça faisait partie de ces joies extrêmes que de pouvoir provoquer en disant mais ça c'est vrai, ça c'est faux. Alors devinez, moi je vous dis que ça c'est faux, alors prouvez-moi le contraire.
il adorait ça. Et on le croyait. Et on le croyait. Il adorait ça. Nadir Maoui. Oui, donc j'avais vu spectacle lors de sa création en 2019, si ma mémoire est bonne, et là j'ai voulu le revoir parce que c'est un spectacle, même si on l'a vu, on a envie d'y retourner pour voir ce face-à-face entre ces deux personnages. Et c'est vrai qu'en fait, plus on avance dans le spectacle, en fait, on voit une Mademoiselle Fischer qui est quand même très imposante face à ce Picasso qui est un petit peu... Elle est d'une autorité vieillie, voilà. Énorme. Et plus le spectacle avance, plus le rapport dominant-dominé change. Oui. Et ce qui est extraordinaire aussi dans le jeu, c'est que plus on avance, plus on voit un Picasso qui est, on va pas dire vicieux, mais malin, pour essayer de sauver ses œuvres, vraies ou fausses, on ne dévoilera pas la vérité, et plus on avance dans le temps, et on voit une Mademoiselle Fischer qui n'est plus attachée culturelle, mais une passionnée de Picasso. D'ailleurs, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit « J'aime vos œuvres, j'aime Picasso. » Troisième rebondissement, on ne va pas plus loin. Voilà. Mais qu'elle aime le travail de Picasso, voilà, en dehors de l'attachée culturelle qu'elle est. Elle est au départ hautaine, très autoritaire, froide. Elle a une mission du parti nazi. Elle a une mission. Elle a une mission du parti nazi. Elle est administrativement forte. Et donc, on va avoir, au-delà de l'anecdote, la confrontation de deux mondes, l'art et la bureaucratie. Ouais. Et ils parlent chacun dans leur registre. Absolument. Donc Picasso comprend qu'il va être foutu, parce qu'il ne parle pas du tout bureaucrate. Et elle peut-elle parler d'art et sortir de la bureaucratie? Ça, la question est posée. Et elle est posée parce qu'on se dit, si jamais ils restent chacun dans leur rôle, ça va se terminer par un clash, quoi. Est-ce que c'est de la bureaucratie, mais pas plutôt de la politique? Parce que même comme Picasso le dit, la question. Picasso n'arrête pas de le dire, je fais pas de politique. Voilà. Et elle, c'est une représentante du parti politique, entre guillemets, nazi de l'époque. Donc là, Picasso, il se retrouve face à quelque chose qu'il, entre guillemets, méprise. C'est la politique en règle générale. Comme il le dit, aucune de ses œuvres, il ne les a fait politiquement. Et ce jeu du chat et de la souris, est-ce que c'est pour sauver ses œuvres ou est-ce que c'est pour faire, entre guillemets, cette chose qui est la politique, qu'il a méprisée depuis son enfance? Vous avez raison, il est ailleurs, il est au-dessus. Quand il dit qu'il n'a pas fait de politique, est-ce que c'est vrai? C'est approuvé. Quand il dit que Guernica, il l'a fait comme ça parce que il fallait absolument, bien sûr, réagir contre cette horreur et tout, on dit que c'est Dora Maar, sa maîtresse à l'époque, qui lui a dit, mais réagis, fais quelque chose, on ne peut pas laisser faire ça. C'est l'aviation allemande et italienne. Il y avait deux aviations et italiennes qui ont bombardé cette ville. C'est un choix de Hitler. Tu dois réagir. Est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est ça l'ambiguïté de Picasso. C'est quand même Picasso qui dessine le portrait de Staline en 1953 pour la première de l'humanité, pour annoncer la mort. La mort vous avez vu le portrait, c'est hallucinant. Formidable. C'est extraordinaire, mais il savait pertinemment qu'en dessinant ce portrait-là, il allait provoquer un scandale. Voilà, tout est toujours comme ça avec lui. On ne sait. Alors, parce que ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de plus qu'intéressant dans la pièce, et merci encore à Sylvia d'avoir découvert ça, c'est que c'est une pièce d'un scénariste, d'un grand scénariste. Ouais. C'est le scénariste de Colombo, c'est le scénariste de La Duchesse avec Keira Knightley et Ralph Fiennes, c'est le scénariste de Casanova, c'est le scénariste de Coco Chanel, c'est le scénariste de The Good Liar avec Ian McKellen et Helen Mirren. C'est-à-dire, c'est un des plus grands scénaristes du monde. Ah oui, et il a du métier. Hein. Il a du métier, absolument. Donc ça veut dire que, effectivement, la façon d'amener les choses dépasse cette confrontation-là, symbolique, j'allais dire, entre l'art et la politique, comme vous disiez très justement. C'est une confrontation de deux séductions. Ouais. La séduction de l'art universel, la célébrité, le génie représenté par Picasso, et l'autre en face, la séduction représentée par la femme, qui, elle, va incarner une autre forme de séduction, je le dis ça entre guillemets évidemment, comprenez-moi bien, mais qui s'appelle le nazisme, et qui a fasciné des millions d'Allemands. Bien sûr. Donc, cette confrontation, c'est ça qui fait que le spectateur est complètement accro à cette œuvre-là. Tout à fait. Sylvia Roux. Non, je voulais dire qu'il y avait peut-être même une troisième séduction qui était vraiment entre l'homme et la femme, puisqu'il aime tellement jouer, comme tu le dis si justement. Pendant la pièce, il le dit, vous voulez dresser quelqu'un, déstabilisez-la. Ouais.
Et du coup, le fait de ne pas arrêter, parce qu'il ne sait pas, il ne faut pas que je dévoile quelque chose, Non. mais en fait, il ne sait pas quel est mon vrai poste au-delà de la fonction d'attaché culturel nazi. Et quand il lui propose, il lui dit, très bien, jouons. Dites-moi si mon tableau est vrai ou non comme une critique d'art. Oui. Il ne connaît pas la vraie situation. Parce qu'il il ne joue s'agit pas. toujours avec, il la provoque. Parce qu'il ne s'agit pas de sauver ses toiles. Il en peindra 1885. Ou ses dessins, il en a fait 7089. Ou ses estampes, il en a fait plus de 30 000. Alors un de plus, un de moins, on s'en fout. Donc c'est plus que cela. C'est plus que cela qu'il faut sauver. Et là, on voit un Picasso qui devient le matador devant ce taureau féminin, parce que je ne vais pas vous traiter de vache, devant ce taureau féminin, et il va devenir le picador, le matador, parce qu'il faut sauver quelque chose de plus, et au-delà de sa propre peau. Non ? Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement résumé ça. Et là où c'est encore plus fort, c'est que c'est toujours malgré lui. Vous savez, la définition du monstre sacré par Cocteau, c'était à lui. Ça s'adressait. Le monstre mythologique, l'animal, et Jean Cocteau disait que sa beauté rend sacré. Et c'est le Minotaure. Voilà, et on sait quand vous relisez par exemple le bouquin d'Olivier Widmeyer, son petit-fils, il a une très belle image, il dit « Les femmes étaient des planètes qui gravitaient autour du soleil », Picasso. C'est beau. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'était... D'ailleurs, il le savait lui-même. Il était une espèce de réincarnation de l'animal, donc avec tout ce que ça comporte comme symbolique, mais comme symbolique, pas du tout cérébral, pas du tout intellectuel, quelque chose il les renifle, de pur, d'instinctif, de sauvage, absolument. Voilà, c'est ça. Absolument. Et c'est ce qui fascine. Et là, les deux se flairent. Les deux se flairent. C'est le cas de le dire. et c'est Marie-Fleur Lédy. Et les deux se flairent. Et on ne sait pas, au bout d'un moment, qui est le pire des deux. En fait, quand on voit la pièce défiler, c'est vrai qu'on voit deux personnes froide, renfermé, hautaine, le Picasso du début, renfermé sur lui, qui déteste le régime nazi, donc quelqu'un de ce parti-là qui lui adresse la parole, il ne le supporte pas. Et plus on avance dans le spectacle, et l'un comme l'autre, on décèle des lueurs d'humanité. On va toujours pas dévoiler pourquoi, mais quand il cherche à sauver ces trois Picasso en disant là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux, les vraies raisons pour lesquelles il les sauve, on le voit dans ses yeux, et on le voit aussi dans ses mots. On dira pas pourquoi, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que le public aille le voir, parce que c'est ça aussi qui est magnifique, c'est pas que dans le texte, c'est aussi dans le regard. Et quand Jean-Pierre, vous regardez ces toiles, ces esquisses de Picasso, et que ça le ramène à son avant, à son enfance, le regard qu'il a à ce moment-là, et ce qu'il en dit après, c'est juste extraordinaire. Ça se voit dans vos yeux. Et après, et en même temps, dans le regard de Mademoiselle Fischer, elle voit un Picasso qu'elle ne connaissait pas. C'est pas le même Picasso qu'elle avait 10 minutes avant face à elle. Elle voit un Picasso beaucoup moins renfermé, beaucoup moins détestable dans la manière de parler. Mais elle voit un Picasso humain. Et même par rapport à la mise en scène de Anne. Oui. Puisque c'était tellement joli de sa part quand il évoque le premier tableau, l'enfance, sa petite sœur, et qui vient se mettre au sol d'un coup, d'avoir ce Minotaure qui se met d'un coup à mes pieds. Ça, c'est juste magnifique. Mais c'est magnifique. Cette séquence-là est absolument extraordinaire et bouleversante. De même, je pense que c'est un parti pris d'Anne Bouvier, le metteur en scène, c'est que les tableaux, c'est en fait 3 morceaux de papier. On n'a pas un grand tableau. On n'a pas une grande toile. C'est-à-dire que... au bout d'un moment, on s'en fout du tableau. Ce qui est important, c'est ce que lui représente, l'art, la création, la folie, la volonté aussi, et puis ce qu'elle représente, elle, c'est-à-dire aussi la volonté, aussi la folie, aussi une certaine façon d'accepter de vivre aussi. D'être magnétique, et puis... Pour l'un comme pour l'autre, il va falloir accepter de vivre. Alors, on l'aura compris, c'est bien le combat de deux fauves jusqu'à la scène finale, fort bien amené par la metteur en scène Anne Bouvier. C'est pas la première fois, ni vous, que vous travaillez sous sa direction. Comment ça s'est passé pour un Picasso avec Anne Bouvier ?
Elle était différente des autres. C'était de manière très sport, parce que en fait, ça avait été clair dès le début, dès qu'on s'est dit feu vert avec Jean-Pierre. On a travaillé presque sur 1 an, mais de manière en 2 fois, 2 après-midi à la table. À dire le texte, à s'écouter, à s'entendre la première fois. La deuxième fois, même c'était presque texte su, mais en tout cas en retravaillant à la table. Et en fait, après, c'était très sport, puisqu'on a eu une dizaine de jours. Ah oui, que en répète, on s'était dit c'est un saut en parachute. Donc on arrivait de texte su et l'intérêt, la pièce est tellement animale. Qu'il fallait qu'on joue dans l'œil l'un de l'autre. Je dis souvent aux gens quand ils disent « Oh là là, on l'a vu 3-4 fois et c'est jamais la même. » Non, je dis « Mais parce que précisément, chaque réplique, on ne sait pas si on a envie de se gifler ou de s'embrasser, en fait. » Parce que Jean-Pierre Bouvier, vous aviez déjà travaillé avec Anne pour La Dame au petit chien. Oui. Et puis, La dernière nuit aussi d'Adrien Raca. Absolument. Aux Abbesses. Donc, il y a eu la route de Madison. Il y a eu. Donc c'est une vraie collaboration en dehors de des liens familiaux. C'est un accompagnement. Et là, c'était un peu différent parce que le personnage, vous le disiez en début d'émission, vous avez dû vous tasser, vous avez dû réapprendre à marcher. La respiration est compliquée. Elle sait très bien, comme d'autres metteurs en scène d'ailleurs. Moi, on m'impose rien. On m'impose rien. C'est un échange, c'est un accompagnement. On va, comme à Sylvia, on va pas m'apprendre à jouer la comédie. Pardon, c'est pas prétentieux ce que je dis là. On est dans le domaine de l'art, et moi je crois à la création artistique d'un acteur, et qui ne doit pas ressembler à un acteur en arrivant sur le plateau. Si, comme l'a dit Sylvia, on a travaillé 1 an, pendant 1 an, les choses se font, elles se fomentent, elles se préparent, elles sont artisanales. Moi j'ai fait acteur studio, donc je sais comment ça se prépare, ça. Je sais quelles sont les nuits longues d'insomnie qu'on peut passer à essayer de trouver la clé, une clé, un secret, quelque chose. Et donc, quand on a décidé ça, moi j'ai proposé à Anne d'aller vers ce côté-là, minotaure, violent, animal. Voilà. Puis elle a accepté. De même comme elle est très 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 intelligente, elle a très bien vu notre complicité et la complémentarité. C'est-à-dire que Sylvia apporte l'intelligence de son jeu, son charme, sa beauté, la sensualité qu'elle a, l'autorité qu'elle a, et elle savait pertinemment que ça allait très bien matcher avec moi, et puis et donc jouer l'opposé. Et donc elle nous a laissé faire. On a, comme dit Sylvia, on a appris les textes, et on s'est confronté, mais comme une corrida, comme une arène. Comme une arène. On s'est confronté. En loge d'ailleurs, on peut dire, on se dit t'es prêt, ouais. Tu sais que je t'adore, mais on va se battre. D'où la robe rouge. Non, ça c'était vraiment 1000 barres Vergès en fait. On s'était parti sur le côté tailleur. On avait même évoqué l'uniforme au début pour la rigidifier encore plus. Et c'est grâce à Jean-Pierre. En fait, c'est Jean-Pierre qui a trouvé que Miss Fischer avait vraiment. En fait, Goebbels avait vraiment des femmes qui avaient le droit d'aller jusqu'à coucher avec l'artiste du moment qu'elle rapportait une pièce d'art dégénéré. Donc, on avait le droit de la féminiser un peu puisqu'elle avait tous les droits. Ce personnage de Sylvia a existé. C'est ça qui est fascinant. C'est un mélange entre un homme et une femme. L'homme étant représenté par cet officier allemand qui s'appelait Werner Lange et qui a écrit beaucoup sur ses relations avec les artistes avant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il habitait Paris. Il était parfaitement bilingue. Et c'est lui qui a aidé beaucoup d'artistes français pendant l'occupation. Mais par exemple, il a aidé beaucoup de galeristes juifs à se cacher. C'est lui qui a caché les identités. Et Goebbels a envoyé cette femme pour essayer de dénicher qui était derrière ces identités juives. L'émission se termine malheureusement. Allez, encore une critique pour la fin. Jean-Pierre Bouvier ressemble comme 2 gouttes d'eau au peintre et fait de lui un portrait violent entre artiste génial et bourreau. On sort de la salle ému aux larmes par la justesse de l'écriture signée Geoffrey Hatcher et par l'implication totale du duo. Un coup de cœur, ça c'était dans Beaux-Arts Magazine. Les jeudis, vendredis, samedis à 19h et le dimanche à 17h au studio Héberto. Il ne reste plus que 7 représentations. Précipitez-vous,
je vous rappelle qu'en venant de la part de Radio Notre-Dame, une place achetée, une place offerte, c'est bien le moment. Les réservations au 01 42 93 13 04, 01 42 93 13 04. N'hésitez pas à téléphoner. Merci Nadir Amaoui, merci à Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuch pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. À ce sujet, n'hésitez plus à télécharger l'application Radio Notre-Dame sur votre smartphone. Elle est entièrement refaite et comme ça, vous nous aurez dans la poche, ce qui était idéal pour un week-end de Pentecôte que nous ouvrons dès cet après-midi et que je vous souhaite radieux. On file au Théâtre Hébertot et je vous embrasse.